Puis en 2011, effectivement, c'est le titre que j'ai utilisé pour cette conférence, dont les questions scientifiques basiques sont comment les activités anthropiques peuvent-elles modifier le comportement hydrodynamique des surfaces continentales et leur bilan sédimentaire. Donc, je vais commencer par parler des conséquences hydrologiques des changements d'usage des sols. Et puis là, je me suis permis de piquer 4 diapos à mes collègues de l'IRCEA de Grenoble, où on montre la revégétalisation très rapide des versants des Alpes du Sud. Là, c'est dans la vallée de la Drôme. On voit le chenal en bas qui est beaucoup plus mince qu'auparavant. Donc des versants qui sont reboisés artificiellement, mais essentiellement avec plus de 90% spontanément, du fait de l'abandon de l'élevage et de l'agriculture. Et là aussi, on voit des versants qui sont reboisés et le chenal en bas qui est beaucoup plus étroit maintenant que ce qu'il était auparavant. Voilà, donc ça, c'est des photos un peu emblématiques des travaux qu'a effectué le greffe pendant des années, j'allais dire des siècles, depuis le Second Empire pratiquement. Et donc, là, je montre simplement des photos de 2 bassins expérimentaux qui sont dans les Alpes du Sud, sur le site de Drex, qui est géré par IRSTEA, mais sur lequel il y a des programmes de plusieurs instituts, dont l'IRD, et où on compare les débits d'un bassin, donc ici celui de... Voilà, je vais utiliser le pointeur laser. Le bassin du Brusquet et le bassin de Laval. Le bassin du Brusquet qui a été complètement revégétalisé. Il est dans son état actuel là, alors qu'à la fin du 19e, il était à peu près complètement déboisé. Et donc, les 2 bassins sont équipés d'hydromètres, enfin de limnigraphes qui permettent de mesurer le débit. Et on a là, en bleu ciel, l'hydrogramme. Alors, je vais beaucoup parler d'hydrogramme. Pour ceux qui ne savent pas, l'hydrogramme, c'est un XY sur lequel il y a le temps en abscisse et des débits en ordonnée. Et donc, on compare pour la même pluie qui s'est produite exactement sur le même pas de temps, la même durée sur les 2 bassins. L'hydrogramme du bassin qui est déboisé, qui est resté déboisé, donc ici le bassin de Laval, en bas, et en bleu ciel, et en bleu marine, le bassin du Brusquet qui, lui, a été reboisé à peu près spontanément depuis la fin du 19e siècle. Alors, on voit que la crue commence 20 minutes après sur le bassin qui est reboisé, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a exagéré l'échelle parce que sinon, on ne verrait pas l'hydrogramme du bassin reboisé. Donc l'échelle a été augmentée 80 fois. Et donc vous voyez que le pic de crue pour le bassin du Brusquet est de 100 litres seconde, alors qu'il est de 8 mètres cubes seconde sur le bassin qui a été déboisé, qui est resté déboisé. Donc un pic de crue 80 fois plus élevé dans le bassin nu, un début d'écoulement retardé de 20 minutes dans le bassin qui lui a été reboisé, et un débit de base plus important après la pluie sur le bassin boisé, parce qu'il y a du stockage dans la litière et le sol. Donc c'est la courbe bleue qui dure beaucoup plus longtemps, la bleue marine qui dure beaucoup plus longtemps que la courbe bleu ciel sur le bassin reboisé, parce qu'il y a stockage temporaire de l'eau et des restitutions après la fin de l'épisode pluvieux. Alors j'y reviendrai, parce que ce type de comportement, il se produit à l'échelle de l'événement, mais aussi à l'échelle de la saison, suivant la taille du bassin que l'on étudie. On change de continent, et ici, au nord du Mexique, où les versants ont été très dégradés par ce que j'appelle du surpâturage. Il y a une charge pastorale beaucoup trop forte par rapport, 3 ou 4 fois plus élevée que ce que permettrait l'état des pâturages. On a fait des mesures donc aussi parce qu'il y a un très fort déboisement à l'échelle de la parcelle. On s'est rendu compte que c'est ce qui est entouré en bleu. Le déboisement provoque une multiplication par 8 du coefficient de ruissellement et par 100 de l'érosion des sols, donc entouré en rouge ici. Je vais beaucoup parler donc des débits de base et de débits de crue. Le débit de base, c'est le débit qui reste dans le cours d'eau après la fin de l'épisode pluvieux. Donc c'est de l'eau qui a pénétré dans le sol et qui est restituée petit à petit par le sol. Donc elle est en grande partie évapotranspirée, mais il y en a une partie qui rejoint finalement le réseau hydrographique. Le débit de crue étant celui qui est provoqué par le ruissellement immédiat au moment de la pluie. Donc, de nos travaux effectués dans le nord du Mexique,
on a pu constater donc, qu'il y avait une très forte différence des hydrogrammes en fonction de l'état du bassin, s'il était surpâturé ou pas. Donc on a fait des comparaisons d'un hydrogramme type en haut d'un bassin non surpâturé, non déboisé, avec en bas le même bassin, mais après surpâturage et déboisement. Ce qu'on constate, c'est la réduction du temps de réponse, c'est-à-dire que la crue se produit beaucoup plus vite après l'événement pluvieux qu'auparavant. Il y a une réduction de la durée totale de la crue, qui est beaucoup plus courte qu'auparavant. On a une exagération du pic de crue, c'est-à-dire que la crue est beaucoup plus violente qu'auparavant. De ce fait, on a aussi une augmentation de l'écoulement de crue, de l'écoulement immédiat, celui qui se produit au moment de la pluie, de l'eau qui ruisselle, et, à contrario, une diminution de l'écoulement de base, c'est-à-dire de la proportion de l'eau qui, une fois infiltrée, finit par rejoindre le réseau hydrographique, avec un temps de réponse plus long. Alors ça, là je reprends les diagrammes sur le bassin, les deux bassins des Alpes du Sud. J'ai mis la graduation telle qu'elle était tout à l'heure, en quelques heures, puisque c'est un petit épisode, c'est des bassins qui font 1 km², donc en quelques heures, la crue est passée. Mais on pourrait très bien avoir le même comportement sur des bassins plus grands, à l'échelle de la crue annuelle, par exemple en régime tropical, où il y a une saison des pluies. Et puis, à toute petite échelle, la base de tout, c'est qu'on constate une baisse de l'infiltration dans les sols, comme base, enfin comme conséquence du surpâturage, du déboisement. C'est la même chose pour l'urbanisation que j'ai évoqué dans le texte du document de la diapo précédente. En tout cas, des processus qui diminuent, qui font baisser la conductivité hydraulique des sols, donc leur capacité à infiltrer de l'eau. Donc, dans le cas des pâturages des Alpes du Sud, par rapport aux endroits où, comme sur la première photo, les marnes, qui sont les terrains les tendres les plus courants dans les Alpes du Sud, le fait d'être à nu par rapport à la situation préalable où elles étaient végétalisées, qu'elles se soient couvertes de pâturage ou de forêt, ça divise par 8 la capacité d'infiltration à partir du moment où le sol est nu. Donc la conductivité hydraulique est divisée par 8. On observe le même type de processus dans le nord du Mexique, donc la photo où on avait les pâturages très dégradés. On a une division par 3 aussi, donc de cette capacité à infiltrer l'eau à partir du moment où les versants sont nus par rapport à une situation d'un pâturage en bon état. Donc la deuxième partie, c'est qu'en est-il de l'excédent et du déficit sédimentaire? Quelles sont les conséquences sédimentologiques de ces changements d'usage des sols? Et on va parler beaucoup de l'importance des interrelations fonctionnelles. Alors, j'ai oublié de vous dire au début que, effectivement, je vais beaucoup me référer au Sahel, puisque c'est mon terrain de recherche actuel principal. Et même si, effectivement, depuis quelques mois, je m'intéresse beaucoup à la frange littorale, mais donc je travaille essentiellement en Afrique de l'Ouest. Ce qu'on observe, donc ici, c'est des photos qui ont été prises il y a quelques années dans l'ouest du Niger, dans le cadre du programme AMA. On observe une phase d'érosion active et relativement récente au Sahel, donc qui se caractérise par des ravinements assez importants. Et puis, comme conséquence en aval, un excédent sédimentaire dans les cours d'eau. Et cet excédent, il se traduit par un exhaussement et un élargissement des lits des cours d'eau. Donc, ce qui se voit très bien dans la photo en haut à gauche, c'est qu'il y a des arbres au milieu du cours d'eau. Les arbres, ils n'ont pas pu pousser au milieu du cours d'eau. Les arbres étaient là, et le cours d'eau, le lit du cours d'eau a été élargi et s'est exhaussé jusqu'à atteindre les arbres. C'est le cas aussi en bas à droite. Alors, c'est dans le cas ici, c'est des diapos qui ont été prises à l'ouest du Niger, donc, dont 2 à gauche et en bas ont été prises au niveau de la ville de Niamey. C'est ce qu'on appelle le processus d'ensablement du fleuve Niger, donc, dont je vais reparler après. On a énormément de sable qui se dépose comme conséquence de l'érosion en amont. Et puis, j'ai quand même des collègues de l'IRD qui font remarquer, très justement à mon avis, que ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup moins d'eau qu'auparavant dans les grands fleuves d'Afrique de l'Ouest, puisque depuis 1968, on a un grand épisode de sécheresse qui a fait diminuer les débits pour ces grands cours d'eau. Et donc, peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle on voit plus de sable. Mais globalement, en tout cas, on a
un excédent, il apparaît qu'il y a un excédent sédimentaire. Alors je reviens à des zones de montagne, ici pour comparer les Alpes dont j'ai parlé tout au début, et puis la Sierra Madre occidentale au Mexique, que j'ai évoqué, pour dire qu'ils ont deux systèmes d'érosion, ces deux montagnes qui ont des systèmes d'érosion extrêmement différents. Dans les Alpes, dans les terrains marneux, on a ce qu'on appelle une érosion de type linéaire, qui se traduit par un ravinement, c'est-à-dire que l'eau se concentre et finit par creuser des sillons, puis des rigoles, puis des ravines. C'est ce que vous avez en haut à droite. Donc ça, c'est le paysage de Marne des Alpes du Sud. Ça couvre des milliers de kilomètres carrés. Et c'est des terrains qui s'érodent de 1 cm par an, hein, quand ils ne sont pas végétalisés, donc qui sont susceptibles de produire une grosse charge sédimentaire. C'est ce qui s'est passé pendant des années, en fait des décennies, entre la Révolution française pratiquement et le milieu du XXe siècle. Les diapos que je vous ai montrées tout au début, et celles de l'IDRCA, elles évoquaient l'extinction des torrents. Effectivement, le très fort reboisement des Alpes du Sud s'est traduit. Il y a eu la même chose dans les Cévennes. Alors, je connais moins le cas pyrénéen, mais à mon avis, il a dû se produire à peu près la même chose, parce qu'il y a vraiment eu une frénésie de reboisement, et puis un reboisement spontané très important du fait du recul du pâturage et de l'agriculture en zone de montagne. En tout cas, on a une érosion qui se traduit par des incisions, alors que dans des terrains de type, ici c'est des rhyolites, donc qui se comportent un peu comme les granites, c'est comme si c'était des terrains de socle du nord du Mexique. L'érosion est avant tout aréolaire, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la surface qui est érodée, qui est décapée, et non pas seulement le linéaire des cours d'eau. Donc on oppose érosion linéaire en haut à l'érosion aréolaire en bas. Alors ce qui se passe dans les montagnes du Mexique, c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas du tout la même problématique que celle qu'on va trouver tout à l'heure quand j'évoquerai le Sahel. C'est que, en fait, c'est des régions qui sont très peu peuplées et en voie de dépeuplement depuis au moins 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, les gens quittent ces régions pour aller à la ville parce qu'il n'y a pas de revenus suffisants pour maintenir l'agriculture. Et elles se consacrent essentiellement à l'élevage bovin extensif et à l'exploitation du bois. Donc c'est les régions où il y a les plus belles forêts de pins du Mexique. Le pin, il pousse droit, donc on l'exploite très fortement pour la menuiserie et les poteaux. Ce qui n'est pas le cas des quelques arbres que vous voyez ici, qui sont des chênes. C'est un peu des chênes comme ceux qu'on a dans le sud de la France, qui ressemblent aux chênes pubescents, et qui, eux, ne sont pas exploités parce qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme bois d'œuvre. Par contre, dans les deux cas, on voit bien que sous les arbres, il y a un sol qui est décapé, il n'y a plus du tout de pâturage. Bon, là, c'était des photos qui étaient prises en saison sèche, et néanmoins, en saison sèche, il pourrait très bien y avoir des graminées asséchées, jaunes, mais là, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tout a été surexploité. Alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus. En fait, j'ai mis quelque part auparavant que c'était un surpâturage spéculatif. Ce n'est pas un besoin pour les gens, ce n'est pas une nécessité vitale de mettre plus de bétail pour vivre, c'est parce que en fait, ça rapporte de telles sommes de vendre des veaux à la frontière américaine que la grosse exploitation, c'est de mettre le plus de veaux possible pour vendre le plus de veaux chaque année à la frontière des États-Unis. Et donc on peut plutôt parler de spéculation, ce qui n'est pas du tout le cas au sud du Mexique, où on a des zones très peuplées, où il y a 200 ou 300 habitants au kilomètre carré dans des zones de montagne, et où là, on a une thématique beaucoup plus poignante, parce qu'effectivement, le déboisement est lié à une nécessité vitale d'ouvrir des champs pour pouvoir cultiver du maïs ou des haricots. Toujours est-il que cette érosion sur les versants, ça se traduit par une surcharge sédimentaire dans les cours d'eau, donc des cours d'eau qui ont tendance à s'élargir. Ici encore, on voit des arbres qui sont au milieu du cours de ces cours d'eau. Là, c'est des rivières qui coulent de la Sierra Madre occidentale vers la mer de Cortés et donc l'océan Pacifique, et qui ont donc élargi leur lit. Et l'arbre se retrouve au milieu de la rivière, mais parce que le lit de la rivière s'est élargi, et pas du tout parce qu'il a poussé à cet endroit-là. Et puis évidemment, en aval, comme il y a des barrages, le Mexique a construit énormément de barrages à partir des années 20 et 30. Il y a des grands programmes d'équipement depuis cette époque-là. Et là, bon, là, c'est une photo que j'ai prise en 2004, mais vous pouvez regarder sur Google Earth. Ce barrage s'appelle Peña del Águila, et maintenant, il est complètement colmaté
C'est dans l'état de Sinaloa, au nord du Mexique. On rechange de continent et de thématique, enfin de problématique plutôt, puisque donc au Sahel, on a aussi une espèce de crise de sédimentation avec une très forte augmentation des transports solides et de la sédimentation qui ont conduit, donc là c'est juste un petit bout, un tronçon de la vallée du fleuve Niger dans le territoire du pays Niger. Donc vous avez Niamey qui est un peu au milieu là, et puis quelques dizaines de kilomètres en amont et en aval, dans un secteur dans lequel on a remarqué que de nouveaux affluents s'étaient créés dans les dernières décennies, depuis 1950 à peu près, et avaient agrandi le bassin versant du fleuve Niger. En fait, comme on est dans des régions semi-arides où il pleut 5 à 700 mm de pluie par an, 560 à Niamey, il y a une saison sèche qui dure 9 mois. Donc on a quand même un régime de zones arides ou semi-arides, avec donc des terrains très sablonneux, donc des sols pauvres de toute façon, et une hydrologie qui est un peu celle des terrains arides avec énormément d'endoréisme. L'endoréisme, donc, c'est quand un cours d'eau finit dans une dépression fermée, donc forme une mare provisoire et ne débouche pas sur le réseau hydrographique en aval. Donc ce n'est pas de l'eau qui va vers les grandes rivières qui vont jusqu'à la mer. Donc on parle d'endoréisme, et au Sahel, l'endoréisme se traduit par la formation de mares, qui sont plus ou moins temporaires, qui durent quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour les plus grosses. Du fait de l'augmentation, enfin du fait de l'érosion des sols, qui crée une augmentation du ruissellement, ces mares parfois débordent. À partir du moment où une mare déborde, elle ouvre son bassin versant au fleuve Niger en l'occurrence, et donc ça agrandit le bassin du Niger. Ça l'agrandit de terrains sur lesquels il y a une très forte érosion et un très fort transport solide, ce qui explique l'ensablement que j'ai évoqué du fleuve lui-même. Et donc là, on a dessiné les pastilles oranges. Elles représentent les endroits où on est sûr que dans les dernières 50 années, il y a eu ce qu'on appelle une rupture d'endoréisme, c'est-à-dire une mare qui a débordé et qui a ouvert son bassin sur le Niger. Uniquement pour cette région-là, ça représente 7 ou 8 000 km² de bassin versant supplémentaires. Et le bassin versant très productif en termes de ruissellement, puisque c'est des terrains qui ont été extrêmement dégradés et décapés. Voilà, donc ça c'est un des cours d'eau qui s'est ouvert le 1er septembre 1998. Et pour un bassin de 3 km², 3 km², c'est tout petit comme bassin versant, il est tombé 128 mm en quelques heures. Et ça a créé ce cours d'eau, là profond de 10 à 15 mètres, 30 ou 40 mètres de large, en quelques heures. Donc ça a coupé la route accessoirement, donc ils l'ont vite rétabli le lendemain parce que c'est une route importante, mais n'empêche que... Et là, c'est la situation, ce qu'on voit de l'aval de ce nouveau cours d'eau. Si vous voulez, vous avez des cordons dunaires. En fait, c'est que du sable. La mare a débordé et a ouvert cette vallée en quelques heures. Voilà, photo aérienne juste après, en 1998, juste après l'événement. Et puis en bas, la situation en 2007, où le fond de la ravine s'est colmaté de sable et s'est élargi, comme dans tous les bassins où on a un excédent sédimentaire. Alors, ce n'est pas le même cours d'eau, mais en aval, ça produit ça. C'est le même jour, le 1er septembre 1998. Donc, un autre cours d'eau qui est en amont de Niamey, en fait, ce qu'on voit tout à fait en haut, là, c'est la ville de Niamey, la rive droite du fleuve Niger, la moitié droite de la ville de Niamey. Et juste en amont, puisque le Niger coule vers le haut de la photo, vers le sud-est, on a ce cône de déjection qui s'est créé en quelques heures. Donc là, c'est un grand bassin. Le bassin, il est beaucoup plus grand que celui que j'évoquais à l'instant. Il fait 300 km². Et donc, il avait une mare qu'il retenait en amont, une grosse mare. Et le 1er septembre 1998, cette mare a débordé et a créé en quelques heures un cône de déjection de 3 km². Alors, il s'est un peu raboté depuis parce qu'il y a le fleuve Niger qui l'emporte, mais ça, c'est sa situation en 2007. Donc, 9 ans après, il était quand même encore relativement important. Voilà, ça c'est en haut l'évolution du cône entre 84, 89 et 99. Je reviens, on change de continent, je reviens dans les Alpes du Sud, où la problématique est complètement différente, puisque là on a, comme vous le savez, une déprise rurale et un régime érosif très différent
de ce qu'on a vu préalablement. Donc, traditionnellement, une érosion linéaire, mais en tout cas, une revégétalisation très forte des versants. Ici, deux exemples, hein, donc faits à partir des photos aériennes de 49 et de 85, de progression de la végétation. Globalement, sur les trois départements des Alpes du Sud, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et Drôme, on passe d'un taux de boisement de 10 à 15% au moment de la Révolution à 35-40% et un peu plus au moment à la fin du XXe siècle. La population qui avait fortement diminué de la fin du milieu du XIXe jusqu'à la fin du XXe et qui reprogresse depuis. Mais en tout cas, une population rurale qui, elle, continue à diminuer. Et en conséquence, donc ça c'est les travaux d'une de nos collègues de la Sorbonne, géographe Emmanuel Gauthier, qui a montré qu'à partir de la carte de Cassini, qui est la première carte d'état-major qui a été réalisée en France, qu'on a donc sur deux tronçons, hein, en haut et en bas, c'est deux tronçons avec les dates. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les dates. La première carte, dans les deux cas, est de 1778, et après 1956 et 1986. Elle a constaté qu'on avait, ce qui est en noir ici, un très fort rétrécissement de la bande active des cours d'eau. On la voit, je suis sûr qu'au fond, vous voyez dans les deux cas celle du haut, mais que vous ne voyez pas celle du bas, tellement elles sont devenues étroites. Hein. Donc vous avez bien ici la situation à la fin du XVIIIe, et puis en 1956-1986. On voit très bien la bande active du cours d'eau ici, et beaucoup moins là, même ici sur un autre tronçon. Donc, en fait, des cours d'eau qui étaient très larges, parce qu'ils avaient beaucoup d'eau, des crues très, très abondantes et beaucoup de sédiments à transporter, ce qui n'est plus le cas maintenant, donc rétrécissement de la bande active. On a donc un très fort reboisement sur tous les versants qui se traduisent, donc c'est exactement l'inverse de ce que j'évoquais à l'instant, puisque dans le Sahel et au Mexique, on avait un exhaussement et un élargissement des cours d'eau à cause de l'excédent sédimentaire. Ici, on a exactement l'inverse. On a rétrécissement de la bande active et enfoncement du cours d'eau sur lui-même parce que le cours d'eau garde sa capacité d'érosion même, de creusement, donc il creuse son lit sur lui-même. Donc là, c'est des valeurs qui ont été mesurées par Emmanuel Gauthier sur le linéaire du Buège, qui est un affluent de droite de la Durance, qui est un affluent de gauche du Rhône. Donc ça date du début des années 90, mais c'est des valeurs qui ont été mesurées sur 20 ans avant, avec des encaissements qui vont jusqu'à 3 mètres. Mais par exemple, le cas extrême dans les Alpes du Nord, cette fois, c'est l'Arve, qui est donc l'affluent du Rhône qui se jette dans le Rhône à Genève et qui traverse une grande partie de la Haute-Savoie. Et au niveau de la ville de Cluses, le cours de l'Arve s'est encaissé de plus de 12 mètres dans les 20 dernières années du XXe siècle. Donc là, on a aussi un exemple de ce que c'est. Vous avez tout à fait en bas à gauche le Buège qui coule vers la droite et qui grignote complètement ces terrasses et les cônes de déjection des cours d'eau affluents. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, même sur les petits ruisseaux, comme les cours s'enfoncent sur eux-mêmes, ça a tendance à affouiller le lit et la base des ponts. Donc les ponts ont tendance à se menacer. Et là, dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a plein d'arbres qui tombent dans le cours des torrents parce que les berges ont tendance à être grignotées par l'enfoncement du cours d'eau. Et donc, dans ce cas-là, il a fallu, quelques années après, refaire complètement le pont qui était en train de tomber, et puis canaliser ici en bas la section qui avant était complètement libre. Alors, comme j'ai évoqué tout à l'heure l'excédent sédimentaire qu'on observe au Sahel, j'ai trouvé intéressant cet article qui est paru dans Sciences au Sud, qui est la revue de vulgarisation scientifique de l'IRD, où mes collègues qui ont beaucoup travaillé au Mali, qui sont cités là, ont évoqué et étudié un phénomène complètement inverse. C'est-à-dire qu'à Bamako, on a ce qu'on trouve dans les Alpes du Sud et dans beaucoup de cours d'eau d'Europe à l'heure actuelle, un déficit sédimentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de sédiments, et donc le cours d'eau a tendance à s'encaisser sur lui-même, mais là, c'est une conséquence d'un fait anthropique, c'est parce qu'on exploite trop les sédiments, et du coup, il n'y a plus assez de sédiments dans le cours d'eau. C'est uniquement pour les travaux de construction de la ville de Bamako. Donc une problématique anthropique. Donc je vais finir cette présentation par ce qu'on appelle les paradoxes du Sahel. Donc on va parler maintenant essentiellement du Sahel, puisque ce qui a été observé
dans une grande partie du Sahel. Enfin, en grande partie, c'est majoritaire, mais il y a donc une espèce de diminution de la biomasse et de la couverture végétale, en tout cas jusqu'à la fin du XXe siècle. Il semblerait qu'il y ait un processus inverse depuis. Toujours est-il que, comme vous pouvez le voir sur ces séries de photos, on a une très forte diminution de la couverture végétale entre 1950 et 1992, ici dans un autre secteur, avec ici en bas apparition d'une mare, puisqu'il y a moins de végétation, donc plus de ruissellement, et les bas-fonds ont tendance à se remplir d'eau et à héberger des mares. C'est le cas aussi ici. J'aime bien montrer cette photo aux étudiants de Niamey, parce qu'ils ont un vidéoprojecteur qui n'a pas du tout cette qualité-là, mais même ceux qui sont à 30 mètres au fond de l'amphi, ils voient très bien qu'il y a une différence entre les deux photos, et une très forte baisse de la couverture végétale. Les taches blanches dans le fond du linéaire, c'est les dépôts sableux et entourés de rouge, la mare qui est apparue il y a quelques années. Ici, à l'inverse, le gris représente le sol nu, donc on a une très forte progression du sol nu entre 75 et 99, donc c'est sur le bassin de la Sirba, qui est un affluent de droite du fleuve Niger. Donc, c'est en grande partie lié tout ça au défrichement. Donc, on n'a pas du tout la même problématique que celle que j'évoquais tout à l'heure dans le nord du Mexique. Ici, on est dans des zones où la croissance démographique, même en zone rurale, est de 3 à 4, localement 5% par an. Donc, comme les rendements n'augmentent pas, pour augmenter la production vivrière, il faut augmenter les surfaces. Donc, on a un très fort défrichement. Donc là, c'est uniquement pour le Niger. Heureusement, c'est le cas extrême, c'est beaucoup moins poignant dans les autres pays. Mais vous avez en haut à gauche la progression de la population et de la surface cultivée au Niger. Et en bas à droite, la progression des rendements, qui est plutôt décroissante. Avec des rendements qui sont d'abord très faibles, puisqu'on partait de valeurs qui étaient à peine 450 kg de céréales. Ici, il s'agit de 1000, qui est le céréal vraiment adapté au Sahel et aux zones semi-arides, et qui est un céréal plutôt riche en termes nutritifs. Mais donc on a des rendements qui sont en diminution, puisqu'on a plutôt maintenant, les dernières années, moins de 400 kg à l'hectare. Par ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de la sécheresse de l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas parler seulement de la sécheresse du Sahel, c'est bien toute l'Afrique de l'Ouest qui a subi une très forte diminution des pluies dans les 30 dernières années du XXe siècle. Et donc, on peut dire que c'est le plus fort signal de changement climatique jamais observé depuis l'homogénéisation des données météo au milieu du XVIIIe siècle. Et sur 4 ou 5 millions de kilomètres carrés, pendant 30 ans, on a eu une diminution de 20 à 30% de la pluie, ce qui est bizarrement en bleu sur cette carte. Moi, j'aurais inversé l'échelle de couleur. En bleu, ça correspond à une diminution de 1 mm de pluie par jour. Alors, de pluie par jour de saison des pluies. Comme la saison des pluies dure 3 mois, 3-4 mois, c'est 100 mm en moins. Mais 100 mm en moins, quand un peu 500 mm, vous passez de 500 à 400. Et donc, ça fait quand même une forte diminution, et sur une grande étendue, et pendant une longue durée. Cette diminution de la pluie, elle a été d'autant plus importante qu'on monte vers le nord et vers le Sahel. Donc effectivement, la sécheresse a été plus prononcée dans les zones déjà les plus arides, c'est-à-dire celles qui sont en frange du Sahara, c'était essentiellement le Sahel, avec des baisses jusqu'à 50% de la pluie, alors que plus au sud, on avait des baisses plus modérées de l'ordre de 10 à 20%. Comme j'ai évoqué, dans la région de Niamey, on a une très forte augmentation de la surface cultivée en jaune, au détriment de, en violet, la couverture de végétation naturelle qui représentait encore la moitié de la surface dans les années 50 et qui a totalement disparu. Le terroir, il a progressé comme indiqué, c'est-à-dire qu'on avait un village par-ci par-là avec des terroirs autour, et puis les villages se sont multipliés, les terroirs sont devenus coalescents, et on a donc tout l'espace qui est occupé. Et de ce fait, ce qu'on observe partout au Sahel, j'ai bien précisé là où on dispose de mesures, puisque malheureusement tous les bassins ne sont pas équipés, loin de là. Donc là, je vais parler de résultats qui ont été obtenus dans la région de Niamey. Ce qu'on observe, c'est très souvent une diminution donc, de la capacité d'infiltration des sols à partir du moment où les sols sont encroûtés. Donc ça fait ce qu'on voit sur la photo ici en bas.
on a une très forte diminution de l'infiltrabilité des sols. La conductivité hydraulique qui passe de 160 mm/h à 18, par exemple, sur un sol bien encrouté, comme celui qui est en bas ici. Vous avez donc un coefficient de ruissellement, la proportion d'eau qui ruisselle, qui passe de 10% sur la photo en haut à droite, à 60%, éventuellement même 80% sur les zones qui sont encroûtées. Alors, l'avantage de parler en conductivité hydraulique, c'est que c'est en millimètres/heure. Et donc, quand on sait que 43% des précipitations tombent avec une intensité supérieure à 60 mm/h, vous voyez bien que c'est assez important de savoir qu'un sol encrouté n'a qu'une conductivité hydraulique que de 20, enfin en dessous de 20 mm/h, alors qu'un sol cultivé en mille et bien sarclé a une conductivité qui est bien au-delà de ces 60 mm/h, qui représentent un seuil important pour le déclenchement du ruissellement. Donc ça, c'était à l'échelle ponctuelle, à celle de l'infiltromètre. J'ai oublié de vous dire que là, donc, en haut à gauche, c'est un appareil qui sert à mesurer la conductivité hydraulique. Ça s'appelle un infiltromètre à membrane. Et donc là, on a mesuré à droite le ruissellement sur des parcelles. On trouve le même phénomène sur des bassins de quelques hectares avec un encroûtement des sols qui provoque une très forte augmentation du ruissellement et une diminution de la durée totale du ruissellement ici sur les trois bassins représentés, parce que celui du haut a un sous-bassin dans la partie amont. On a donc l'évolution de la couverture végétale entre 93 en haut et 2007 en bas, une augmentation des coefficients de ruissellement et une diminution du temps total pendant lequel il y a du ruissellement. Donc on a plus d'eau qui s'écoule, mais en un laps de temps plus réduit. C'est le cas sur des bassins plus grands encore. Pour des bassins de 50 à 500 km², on a une augmentation de 20 à 200% des sols encroutés, une très forte augmentation du ruissellement. C'est le cas aussi pour des bassins de 5 à 50 000 km², donc les affluents de droite du fleuve Niger en zone sahélienne. Et ça se traduit, cette dégradation, par une augmentation des zones où domine le ruissellement diortonien. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand j'ai dit l'écoulement de crue, celui qui se produit immédiatement au moment de la pluie, parce que l'eau ne peut pas s'infiltrer. Donc si on distingue, je vais parler maintenant de deux types de terrains différents, les zones endoréiques et les zones exoréiques. Donc ici, vous avez une carte du Niger, de la partie centrale de la vallée du Niger. Donc c'est complètement à l'ouest du pays qui s'appelle le Niger, la frontière du Mali et du Burkina Faso. Et en grisé, la zone qui est endoréique, en blanc, la zone qui est exoréique, et donc sur laquelle il y a beaucoup de cours d'eau. Ce qu'on observe en zone endoréique, c'est que malgré la forte diminution des pluies après 1968, ici en indice, on a une très forte augmentation des débits. Donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe hydrologique du Sahel. Vous avez moins de pluie, mais dès 68, vous pouvez voir l'augmentation elle est encore plus forte. Ces dernières années où la pluie a recommencé à augmenter, mais l'augmentation des débits elle est flagrante dès le début de la période de sécheresse. J'ai rajouté les 3 dernières années avec des logos plus grands à droite pour montrer que les 3 dernières années, 2011, 2012 et 2013, 3 dernières années dont on a les données complètes, ont connu des crues encore plus fortes. Et avec 2012 qui était exceptionnellement pluvieuse, mais ce n'était pas du tout le cas en 2011 et en 2013. Donc ça, c'est les 3 affluents, j'ai oublié de vous dire, que le Gorouol, la Sirva et le Dargol sont les 3 affluents du Niger qui sont représentés ici sur la petite figure en haut à gauche. Ce qu'on observe aussi ici, c'est que depuis le début des années 2000, enfin de la fin du XXe siècle exactement, on a une crue qu'on n'observait pas avant, puisque l'hydrogramme à Niamey jusqu'en 1996, c'est celui qui est en tireté noire ici, alors que l'actuel permet d'observer une crue qui n'existait pas avant, c'est celle qui vient évidemment de ces cours d'eau-là, puisqu'on a en grisé derrière les hydrogrammes de la station de Kandadji qui est en amont de 2 au moins de ces affluents. Donc ce surplus d'écoulement, il vient de ces 2 cours d'eau, qui sont les cours d'eau des latitudes sahéliennes de la vallée du Niger. Ce qu'on observe aussi, donc ça c'est sur un des 2 cours d'eau en question, la Sirba, c'est que la crue, alors là c'est déjà ancien, c'est des collègues qui avaient remarqué que dans les années 80, la crue était avancée pratiquement d'1 mois par rapport à ce qu'on observait dans les années 60. Et puis c'est le cas aussi
du fleuve Niger, qui a 2 crues à la station de Niamey, parce que vous avez dans un premier temps, au moment de la pluie, au moment de la saison des pluies, Niamey est situé là. Les pluies qui se déroulent dans la période de mousson qui provoquent tout de suite du ruissellement et alimentent le fleuve Niger. Donc c'est ça qui a créé la nouvelle crue. Et puis plus tard, à partir de novembre, vous avez l'eau qui est tombée sur les montagnes de Guinée, qui a franchi ici une grande zone de marais qu'on appelle le delta intérieur du Niger, et qui arrive là, et qui vient seconder, épauler, plutôt succéder à la première crue, et qui traditionnellement est beaucoup plus importante que la petite crue des cours d'eau du Sahel. Or, ce qu'on constate avec les temps, c'est que la première crue devient de plus en plus importante. Les 2 dernières décennies sont celles qui sont en verte. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus prononcée qu'avant. Et que, par contre, l'hydrogramme a tendance à avancer dans le temps. La crue est plus précoce et elle se finit plus tôt. Donc, reflétant une diminution de la capacité des versants à retenir l'eau, du fait du manque de végétation, enfin de la diminution de la végétation. Alors, grosso modo, ce qu'on a vu, c'est qu'aux latitudes sud sahéliennes, on a une augmentation des ruissellements. Dans les zones soudaniennes, qui sont celles où la pluviométrie dépasse 700 mm par an, on a une forte diminution des coefficients d'écoulement et des débits. Et que dans la zone guinéenne, plus au sud encore, plus humide, où il pleut plus de 1300 mm par an, on a une réduction, mais plus modérée, des coefficients d'écoulement et des débits des cours d'eau. Donc, et puis une avancée de la crue. Ce qu'on remarque, donc, en gros, là c'est toujours l'hydrogramme du fleuve Niger à Niamey, c'est une réduction du temps de réponse des bassins à la pluie, une diminution de l'écoulement de base, un peu comme ce qu'on avait observé au début sur les cours d'eau du nord du Mexique, et un accroissement du pic de crue. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, par 2 fois ces dernières années, et là c'était avant que je mette l'année 2013, en 2010 et en 2012, on a observé les plus fortes crues jamais observées pendant la première crue, la crue de Mousson, et puis par exemple celle de 2010, qui était à ce moment-là la plus forte crue jamais observée, alors qu'on avait eu 21 années plus pluvieuses auparavant, donc qui n'avaient pas déclenché ce type de crue, donc ce qui traduit une évolution de la réponse des bassins versants aux précipitations, du fait des changements d'usage des sols. Donc la baisse de la capacité de rétention en eau des sols et des bassins entraîne une concentration plus rapide des eaux, donc aggrave les crues et réduit l'écoulement de base, tout en augmentant l'écoulement de crue. Donc en 2012, donc une crue encore plus forte, ici en rose, alors que celle de 2010 est en rouge. Et puis, donc en 2013, qui était une année très moyenne au niveau pluviométrique, on a eu la cote qui arrivait à 2 cm du record de 2012, constituant donc la 2e plus haute cote jamais atteinte depuis 1929. 1929, c'est le début des enregistrements des débits sur le fleuve Niger à la station de Niamey. Voilà, donc ça a été, les quartiers de rive droite ont été fortement inondés. Il y a beaucoup d'habitations qui sont en banco, donc en terre battue, qui ont été détruites. Et puis, donc, une grande partie de la ville. La ville s'étend, au début, c'était sur la rive gauche, qui est beaucoup plus haute, mais il y a une grande partie de la ville qui s'étend de plus en plus sur la rive droite, en particulier les quartiers populaires. Et puis aussi, accessoirement, mais sur cette île, l'université et le CHU. Donc, vue d'avion aussi, le réseau routier qui a été en grande partie coupé. Ça, c'était dans les zones exoriques, donc qui donnent de l'eau aux cours d'eau et qui vont jusqu'à la mer. Je finis par ce qu'on a vu, ce qu'on a observé dans les zones endoriques, donc c'est celles qui sont caractérisées par une hydrographie un peu dégradée et où l'eau va dans des dépressions fermées, donc qui constituent des mares, et je le précise tout de suite, ces mares, en tout cas en zone sédimentaire, on a prouvé que ces mares étaient les principaux points de recharge de la nappe phréatique. Alors, je commence par utiliser des données de mes collègues de JET, qui ont observé au nord, à l'est du Mali, dans la région de Gao, une très forte augmentation du volume et de la taille des mares depuis quelques décennies. Donc, vous avez en haut à gauche, l'évolution de la pluviométrie, qui est comme partout ailleurs, donc on peut observer une baisse de la pluie à partir de 68. Et puis, en bas à gauche, l'évolution d'une des mares entre 66 et 99. Et en bas à droite, de l'évolution totale des 91 mares repérées dans la région, avec une très forte augmentation des surfaces de mares. Même chose au Niger, dans la région de Niamey. On observe une augmentation
du nombre des mares. Ça se traduit, comme j'ai dit que c'était les principaux points de recharge de la nappe, ça se traduit par une augmentation du niveau de la nappe phréatique qui a fini par monter de 4 mètres dans les 30 ou 40 dernières années. Pourquoi? Parce que, comme dans tout le Sahel, le ruissellement augmente. En zone endorreique, ça accroît le nombre et le volume des mares, qui sont les points de recharge de la nappe, donc une très forte augmentation de la charge des nappes et donc une augmentation du niveau de celle-ci. Localement, la nappe phréatique arrive même à affleurer dans les bas-fonds de la topographie. Ici, c'est une vallée fossile en fait, qui est très importante, qui a le volume un peu de la vallée du Niger, mais qui n'est plus alimentée par aucun cours d'eau, mais au fond de laquelle, au mois de janvier, donc en pleine saison sèche, on peut observer maintenant l'apparition de mares donc, permanentes. C'est le cas aussi dans les vallées adjacentes. Donc la différence avec une mare de remontée de nappe et une mare qui se produit par ruissellement pendant la saison des pluies, c'est que là, l'eau est limpide. Hein, vous voyez le fond qui est noir, le fond de la mare, alors que les mares de saison des pluies sont ocre, rouges, du fait de la forte teneur en fer et en oxyde de fer et d'aluminium, surtout, des terres qui font que les eaux de ruissellement sont rouges. Donc, je finis. Oui, Yves, 3/4 d'heure, c'était ça le temps? D'accord. Bon, je vais finir par ça, puis je ferai peut-être juste une allusion un peu géopolitique à la fin. Contrairement à ce qu'on observe dans les zones sahéliennes, dans les zones plus humides que j'évoquais tout à l'heure, avec le haut bassin du Niger qui est dans des montagnes de Guinée où il pleut plus de 1200 mm par an, localement 1500 voire 1800 mm de pluie par an, on n'a pas du tout le même fonctionnement. On a bien la baisse des pluies qui s'est traduite par une baisse des débits. Pourquoi? Mais c'est la preuve que finalement, ces bassins versants ont été peu déboisés. J'ai mis bon état entre guillemets. Je me fais fusiller dans mon laboratoire de sciences de l'homme. J'ai oublié de préciser que j'étais le seul, enfin on est 2 représentants des sciences de l'environnement au milieu de 50 chercheurs en SHS, au laboratoire PALOC. Je me fais fusiller quand je dis qu'un terroir est en bon état. Donc il ne faut pas parler comme ça. Je pense que Fabrice pourrait aussi me fusiller. En tout cas, voilà, pour moi, en bon état hydrologique, c'est que l'eau s'infiltre et puis finit par alimenter des sources et des cours d'eau. C'est exactement ce qui se produit dans le haut bassin du Niger. Ici, Koulikoro, c'est en aval de Bamako, pardon. Donc, c'est une station qui représente le haut bassin du Niger. On a bien en bleu, en histogramme bleu, la baisse des pluies, avec une graduation à gauche. Hein, donc, c'est-à-dire que dans les années les plus accentuées de la sécheresse, on a eu jusqu'à 30% de réduction de la pluviométrie. Ce qui s'est traduit sur le débit du fleuve Niger en courbe rouge, graduation à droite, par une diminution des débits double, hein, de presque 60%. Donc on a bien on a une exagération de la sécheresse en termes de débit. Alors pourquoi? En fait, c'est justement parce que ces terrains sont, d'après moi, peu dégradés et en bon état, qu'on a cette baisse des débits. Donc ça, c'est au Niger, et ça, c'est des affluents du Niger, beaucoup plus en aval, au niveau de la frontière Niger-Bénin, qui sont dans ces mêmes climats soudaniens ou guinéens avec des pluviométries de plus de 1000 mm par an. Ils ont aussi leur débit qui a normalement, enfin logiquement en tout cas, baissé avec la sécheresse. Et donc, je vous remonte cette carte-là où on voit que les cours d'eau sahéliens ont les débits qui augmentent, à l'inverse des cours d'eau des zones plus humides qui ont les débits qui ont baissé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, dans ces régions guinéennes, de climat guinéen ou soudanien, donc quand il pleut plus de 800, 900, 1000 mm par an, le ruissellement ne se déclenche qu'une fois que le sol est saturé. C'est-à-dire que c'est un peu le fonctionnement qu'on a chez nous sous les latitudes tempérées, sauf que dans les latitudes tempérées, on n'a pas vraiment une saison sèche et une saison humide. Là, il peut tomber dans les montagnes de Guinée 1500 mm, mais sur 4 ou 5 mois par an. Donc il faut que le sol se charge d'eau. Et une fois que le sol est saturé, il peut y avoir ruissellement. Donc si il fallait attendre 1200 ou 1300 mm d'eau de pluie déjà tombée pour qu'il se déclenche de ruissellement, si la pluviométrie annuelle passe de 1500 à 1200, bien forcément vous allez avoir le surplus qui n'existe plus. Donc une exagération de la sécheresse
la sécheresse hydrologique est beaucoup plus importante que la sécheresse pluviométrique. Voilà, alors qu'en zone sahélienne, on a une extension de ces zones où le ruissellement est immédiat et donc une augmentation de la pluviométrie. Alors je passe sur le fait qu'en plus, depuis quelques années, on observe une augmentation des événements intenses, dits extrêmes, c'est-à-dire du nombre de pluies, du nombre de jours de pluie où il y a des forts volumes d'eau qui tombent. Ça augmente. Vous pouvez le voir ici, effectivement, sur la dernière décennie 2001-2010, pour 12 stations à la trijonction Mali-Burkina Faso-Niger, vous avez les événements en particulier les plus intenses, de plus de 60, 50 et 40 mm, qui dépassent en cumul de précipitations les records des années humides avant la sécheresse. Donc on aurait une espèce d'intensification des pluies. Donc je reviendrai à la conclusion, mais si vous m'offrez 5 minutes de plus, je voulais juste vous montrer un papier qui est paru en 2010 sur les conséquences hydrologiques d'un fait géopolitique, la guerre du Vietnam en l'occurrence, sur 2 affluents du Mékong. Donc ça, c'est un papier de collègues français de l'IWMI, c'est l'Institut de recherche en hydrologie de Colombo, international, et puis un collègue de l'IRD, avec des collègues thaïlandais et laotiens. Donc ils ont montré que vous avez au milieu en vert la carte du bassin du Mékong, qui a une particularité, c'est qu'il est tout étroit dans la zone amont, au nord, et puis s'élargit vers l'aval. C'est un peu le contraire de la norme, mais c'est lié à la géophysique du coin avec ce qu'on appelle le faisceau himalayen, avec des tas de cours d'eau qui essayent de contourner l'Himalaya vers la droite et qui font que les hauts bassins sont tout petits. Et ces collègues se sont rendus compte que si on compare en étudiant le débit de ces bassins en vert au sud et ces bassins en vert au nord, on a au sud ici une augmentation des débits depuis la guerre du Vietnam et au nord une diminution des débits depuis la fin de la guerre du Vietnam. Alors qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'est 2 phénomènes complètement opposés. Dans le cas numéro 1, donc on a plus d'eau qu'avant, à cause des bombardements de l'armée américaine. Vous avez ici en rouge à droite le tracé de la ligne la piste Ho Chi Minh qui permettait aux combattants communistes d'amener des armes jusqu'au Vietnam Sud, qui a été complètement pilonnée par l'armée américaine, avec les données de densité de kilos de bombes par kilomètre carré, et en particulier des défoliants. La forêt n'a jamais pu repousser, donc il y a beaucoup moins de couverture végétale, vous avez plus de ruissellement, et donc des débits qui sont restés beaucoup plus élevés après la guerre du Vietnam. Donc là, c'est un peu verdun, il y a des endroits où il y a des cratères de bombes un peu partout. Et là, la densité... donc vous avez en tireté noire, là où la densité de bombes est de plus de 3, 10 puissance 5 kg par kilomètre carré. Par contre, dans le bassin qui est au nord, donc on parle de cette région-là, vous avez le bassin qui est frontalier. Vous pouvez voir ici que cette limite est la frontière avec le Vietnam. Et c'est une région qui traditionnellement était peuplée d'une ethnie qui pratiquait l'agriculture itinérante sur brûlis, les Hmong, qui habitaient donc dans cette région, puis qui ont longtemps été opposés au régime communiste du Laos. Et donc, le régime de Vientiane leur a dit, bon, bah, écoutez, il y en a marre que vous rouillez dans les brancards, je schématise. Hein. Donc, il les a fait venir de force dans des régions plus faciles à contrôler, près de Vientiane et de Luang Prabang. Donc, on leur a laissé déboiser des terrains relativement fertiles. En tout cas, ils ont complètement déménagé. Donc, ils ont abandonné leur terroir d'origine à la frontière Vietnam-Laos. Ces zones se sont complètement reboisées et donc là, les débits ont diminué. Voilà. Alors la conclusion, quand même, je reviens sur la photo de la conclusion, c'est le port fluvial de Gao au Mali, avec donc, comme conclusion, de certitude, c'est que ça vaut vraiment le coup d'étudier la gestion de l'eau à l'échelle du bassin, parce que le pasteur, le bûcheron, l'agriculteur, le fabricant de routes ou d'aéroports, il va avoir un impact sur le débit des cours d'eau. Que tout usager de l'espace ou d'une ressource d'un bassin est aussi donc un usager de l'eau, que son action peut aboutir à des conflits d'usage et de ressources. Et puis, alors il y a une hypothèse, hein, c'est une hypothèse qui était sous-jacente au programme AMA,
analyse multidisciplinaire d'un mousson africaine, qu'évoquait Yves tout à l'heure, c'est est-ce que ces modifications de la surface terrestre ne pourraient pas aussi, par rétroaction, avoir une influence sur le climat. Donc ça, je laisse la question en suspens parce que les études sont toujours en cours. Il y a des avancées, mais pas de conclusion pour le moment. Je vous remercie de votre attention.